Qu'est-ce que tu construirais si la taille n'était pas un problème? Si tu avais une imprimante 3D tellement grande que tu pourrais laisser libre cours à ton imagination. Oublie toutes les contraintes de conception, le découpage des objets, le collage et imprime simplement tout ce que tu veux. Dans cette vidéo, j'ai décidé de le découvrir, pas en imprimant des objets fantasy, surdimensionnés ou des accessoires de cosplay. Aucune critique, si c'est ton truc, mais il y a déjà plein d'autres chaînes qui font ça bien mieux que moi. À la place, j'ai décidé de le découvrir en concevant et en imprimant une large gamme de grandes impressions 3D fonctionnelles pour résoudre des problèmes concrets. Au passage, je partagerai 11 conseils précieux que j'ai appris sur la conception d'objets plus grands et plus complexes, le travail avec de grandes imprimantes en général, de nouveaux matériaux et bien plus encore. Mon but ultime est de répondre à la question que tout créateur se pose un jour. Dois-je acheter une imprimante 3D plus grande? C'est parti. Pour ce défi, nous allons utiliser la nouvelle Sovol SV08 Max, car c'est l'une des seules imprimantes sur le marché à offrir un volume d'impression impressionnant de 500 par 500 par 500 mm. Le premier grand projet que j'avais vraiment envie de réaliser était de recouvrir un autre mur de mon studio avec du multiboard. Pas exactement du multiboard, mais nous y viendrons dans un instant. L'une des choses les plus agaçantes dans tout studio ou environnement de tournage est de trébucher sur les trépieds. Ils prennent énormément de place, ils transforment le studio en véritable parcours d'obstacles. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et ils empêchent les aspirateurs robots de nettoyer le sol, ce dont j'ai vraiment besoin ici. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, de nombreux créateurs comme moi regroupent en fait tout sur un seul support. Mais parfois, nous, on a quand même besoin de trépieds, de pieds nez pour les lumières et de divers adaptateurs pour le matériel. Dans le passé, j'ai résolu ce problème en empilant simplement les trépieds et le reste sur des étagères, mais ça devient vite un bazar agaçant, inaccessible et plein de poussière. Et finalement, après avoir recouvert pratiquement toutes les surfaces du studio avec des panneaux multi-usages ou des murs de rangement en nid d'abeilles dans une vidéo récente, je me suis rendu compte que si je mets simplement les choses sur les murs, là où je prévois de les utiliser, et que j'ai une place dédiée pour chaque chose, alors je suis tout simplement beaucoup plus heureux et productif. Donc panneaux multi-usages, non? Eh bien pas vraiment. Bien sûr, c'est super solide, mais pour les objets les plus volumineux, qui seront beaucoup moins denses, le panneau multi-usage standard est plutôt du gaspillage. Je veux dire, pourquoi imprimer toute cette géométrie supplémentaire si tu ne vas jamais l'utiliser? Récemment, Jonathan et l'équipe Keep Making ont sorti de nouvelles mises à jour et des pièces pour l'écosystème multiboard qui te permettent de prendre leur plaque multibin, l'équivalent d'une plaque de base Gridfinity, et de l'utiliser verticalement. C'est en gros un multiboard à faible densité. Tu installes la grille, puis tu utilises ces petites plaques à clipser pour ajouter seulement les types de trous dont tu as besoin, et seulement là où tu en as besoin. D'après Jonathan, c'est toujours incroyablement solide. Alors j'ai décidé de mettre ça à l'épreuve. Accès que j'ai besoin d'une grande imprimante pour imprimer ça. Non, bien sûr que non. Mais il y a plein d'avantages à faire comme ça. Bien sûr, je pourrais imprimer des panneaux de 250 par 250 mm sur une petite imprimante. Mais je perdrais beaucoup plus de trous et il y aurait plus de gaspillage de matière pour les connecteurs et les points de connexion qui sont solides, mais probablement pas aussi solides que des panneaux d'un seul tenant, non? De plus, contrairement aux panneaux multiboard classiques, ceux-ci ne sont pas conçus pour être imprimés en pile, ce qui veut dire qu'il faudrait vraiment les imprimer un par un, ce qui semble être une énorme perte de temps. Et bien sûr, techniquement, je pourrais imprimer de longues bandes de ces panneaux sur mon imprimante à tapis, comme je le fais habituellement avec le multiboard, mais l'angle de 45 degrés utilisé par l'imprimante à tapis sacrifierait la solidité. Maintenant, pour les panneaux multiboard classiques, ça va. Je veux dire, ils sont déjà bien plus solides que ceux dont j'aurais jamais besoin. Mais ceux-ci sont conçus pour utiliser beaucoup moins de matériaux, et je vais leur mettre beaucoup plus de poids dessus. Je me suis dit, pourquoi prendre le risque? Et j'ai donc généré quelques plaques multi-bac de 500 par 500, et j'ai décidé de voir si la SV08 Max pouvait réellement imprimer sur toute sa surface de construction. Pour faire court, j'ai eu quelques échecs d'impression parce qu'une macro quelque part essayait de déplacer la tête d'impression en dehors de la zone, vers I-1, mais c'était en fait très facile à corriger. J'ai simplement augmenté la position minimale à -2 et l'imprimante semblait très bien s'en accommoder. Maintenant, c'est une impression très grande et très plate sur une imprimante ouverte, du moins jusqu'à ce que Sovol m'envoie enfin le futur kit de boîtier.
L'imprimante est située au centre de la pièce, exposée au courant d'air et utilise toute la surface d'impression jusqu'au bord du plateau. Donc j'étais à juste titre vraiment inquiet à propos des courants d'air et du gauchissement. J'ai donc modélisé quelques petits patchs dans le slicer pour augmenter l'adhérence au plateau autour des coins. Je pensais que c'était très astucieux, mais malheureusement, je n'ai pas été très attentif et ils se sont retrouvés à flotter au milieu du modèle. Oups. Alors j'ai fermé les yeux et lancé l'impression. Et à ma grande surprise, la SVO8 a géré ça comme une vraie championne, produisant une plaque complète de 500 par 500 en seulement 12 heures. Aucune déformation, aucune pièce qui se détache, juste une impression parfaite. Pendant les jours suivants, je venais au travail, j'enlevais la plaque finie et je relançais l'impression. Et en 3 jours, j'avais les 6 panneaux nécessaires pour couvrir tout le mur d'1,50 m sur 1 mètre. Au lieu de 24 impressions sur une imprimante normale, j'ai réalisé le projet en seulement 6 impressions, ce qui était super pratique. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment jusqu'où vous voulez que j'aille dans l'univers du multiboard après ma dernière vidéo à ce sujet. Donc pour cette vidéo, je ne vais pas parler de tous les détails sur la façon dont j'ai connecté les panneaux, comment j'ai équipé le mur, comment j'ai conçu mes propres solutions de montage personnalisées en utilisant la norme multiboard. Rien de tout ça. Mais n'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous voulez que j'en parle, et je ferai soit un short YouTube, soit j'intégrerai ça dans certaines des prochaines vidéos de projets multiboard que je prépare. Mais juste pour ne pas vous laisser sur votre faim ou vous faire patienter, voici le résultat final. Je trouve que ça rend vraiment super bien, ces panneaux sont aussi très solides. J'ai mis environ 40 ou 50 kg de matériel dessus, puis je suis carrément parti du pays pendant une semaine. J'aime aussi le fait de ne pas avoir à gaspiller beaucoup de carrés ou de plastique pour du matériel de connexion ou quoi que ce soit de ce genre. Donc pour moi, c'est une victoire totale pour la grande imprimante. Mais voyons ce qu'on peut encore fabriquer, d'accord ? Avec mes trépieds rangés et accrochés au mur pour ne les utiliser que lorsque j'en ai besoin, je compte de plus en plus sur mon support tout en un. J'ai déjà parlé de ce projet en cours sur la chaîne, en ajoutant quelques entretoises imprimées en 3D pour plus de stabilité. Et même si ça a un peu amélioré les choses, ce n'est toujours pas aussi stable que je le voudrais. C'est aussi assez dangereux d'avoir des lumières et des caméras lourdes en haut de ce truc, sans aucun poids en bas. Donc pour ce prochain projet, je voulais essayer quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Utiliser l'impression 3D pour mouler du béton afin de créer une sorte de lest. En fait, je n'ai jamais travaillé avec du béton du tout. Mais j'ai eu cette idée grâce à cette super chaîne de créateurs que je suis. Je mettrai le lien ci-dessous, je devais vraiment l'essayer. Alors, dans une de mes premières vidéos, j'ai découvert que si tu dois ajouter beaucoup de poids à une impression 3D, ça peut devenir vraiment cher très vite, même en utilisant la forme de quincaillerie métallique la moins chère. Et même si je suis sûr que je pourrais trouver des chutes de fer à béton dans les poubelles de certains chantiers locaux, tu te retrouves quand même avec beaucoup d'espace vide entre les barres. Donc, pour préparer ce projet et expérimenter un peu avec le béton, avant de m'engager, je suis retourné remplir certains anciens projets avec du béton. Vu le succès, j'ai utilisé un logiciel de conception assisté par ordinateur pour commencer la conception. Même si le volume de construction massif du SV08 Max ne me limite vraiment pas, je voulais quand même concevoir quelque chose avec l'empreinte au sol la plus petite possible, juste pour éviter de trébucher dessus. Ça voulait dire que je devrais descendre bas si je voulais ajouter vraiment de la masse. Maintenant, ça joue en ma faveur parce que je suppose que plus le centre de gravité de cet objet est bas, plus il va stabiliser la longue tige. Pour être honnête, je ne sais pas si cela fonctionnera, c'est seulement théorique. En réalité, si tu vois ça et penses « je n'ai pas vraiment besoin de matériel de tournage », ça ne me concerne pas. Eh bien, premièrement, ce processus sera à peu près le même pour n'importe quelle impression 3D que tu voudrais rendre plus lourde. Et deuxièmement, mon électricien m'a déjà demandé d'en fabriquer un comme ça pour son parasol extérieur. Ne partez pas tout de suite car je pense que ça va vraiment vous être utile. Modéliser cet objet était honnêtement la partie facile. Évidemment, il doit être assez grand pour atteindre un poids significatif. Et idéalement, il devrait s'agir d'une seule grande pièce pour qu'elle soit suffisamment solide pour résister à la force du béton qui pousse les parois vers l'extérieur.
Mais comme il est si grand, j'ai en fait utilisé une astuce de pro que j'ai apprise de Michael de Teaching Tech et que j'aurais aimé utiliser beaucoup plus régulièrement dans les parties suivantes de la vidéo. J'ai imprimé une petite section du modèle pour tester l'ajustement avant d'imprimer l'ensemble de la pièce. Ensuite, et voici une autre astuce de pro, j'ai changé le matériau dans mon logiciel de conception assisté par ordinateur pour du béton et je l'ai laissé calculer la masse en fonction du volume. Évidemment, ce n'est pas 100% précis parce que l'épaisseur des parois et tout remplissage ne sont pas en béton mais plutôt en plastique, mais c'est suffisamment proche pour me dire si je m'approche du poids maximal autorisé pour ces pieds de trépied. J'ai bricolé avec la hauteur, les découpes et la saillie des pieds jusqu'à ce que je sois satisfait d'un poids approximatif de 12 kg. Ensuite, j'ai modélisé un couvercle pour quand j'aurai fini de couler le béton, ce qui a été assez simple. Cependant, ce qui m'inquiétait le plus, c'était le contenu intérieur. Comme je l'ai dit, je ne connais pas grand-chose au béton, mais j'ai regardé assez de vidéos de Colin Furze pour savoir 3 choses à son sujet. Premièrement, c'est lourd et ça va exercer beaucoup de pression sur les parois de tout ce dans quoi vous le versez, risquant de les faire s'écarter vers l'extérieur. Deuxièmement, il nécessite un renfort interne, tel que des barres d'armature, pour une solidité optimale sous tension ou en flexion. Et troisièmement, il est grumeleux et n'aime pas s'écouler dans les espaces étroits, surtout si vous n'avez pas de vibreur à béton approprié. Pour toutes ces raisons, j'ai opté pour un remplissage triangulaire très large, en me disant que cela me donnerait le meilleur compromis entre le soutien des parois extérieures et la présence de cavités suffisamment grandes au centre pour que le béton puisse s'y écouler. J'ai aussi imprimé avec des parois extra épaisses, parce que je ne suis vraiment pas sûr de la solidité de ces fines bandes de béton de chaque côté des pieds, surtout dans le plan vertical. Et je ne veux pas que le béton se brise si je donne accidentellement un coup de pied dans le lest, ce qui risque probablement d'arriver assez souvent. L'impression de cette pièce sur la Sobol SVO 8 Max s'est à nouveau déroulée sans encombre. Je n'avais pas assez de ce PLA orange spécifique de Sunlu, alors j'ai décidé d'utiliser leur épaisseur de filament pour ajouter du Polymarker Galaxy Black, comme étant ainsi le péché capital de dérouler une bobine de filament dans le processus. Le but était de faire des rayures orange et noir, pour augmenter la visibilité, et je pense que le résultat est correct, mais on voit clairement où j'ai aussi manqué de Galaxy Black. J'étais vraiment reconnaissant que la SVO 8 Max ait non seulement la détection de fin de filament, mais aussi la détection d'emmêlement, car plusieurs fois mes épissures n'étaient pas très propres, et elles se sont coincées quelque part le long du chemin du filament, ce qui aurait été un vrai désastre si l'impression avait continué. Une fois la pièce imprimée, il était temps de mélanger et de couler le béton, un processus très instructif. J'ai appris, par exemple, qu'idéalement il vaut mieux mélanger et couler le béton en portant un nouveau short, blanc si possible. Le vendeur du magasin de matériaux de construction m'a aussi dit que le ratio de béton, de sable et de gravier devait être assez précis, alors j'ai pris soin de tout mesurer avec attention. Mais sérieusement, mélanger le béton était assez simple. J'ai mal évalué la quantité nécessaire, donc j'ai fait 4 ou 5 mélanges différents, ce qui n'est pas idéal pour la solidité, mais on verra si ça a de l'importance. Verser le béton avec un entonnoir, même si on a coupé le bec, c'est impossible à cause des cailloux à l'intérieur, donc j'ai un peu versé ou mis le béton à la cuillère, puis j'ai raclé l'excédent dans les zones plus petites. Avec le recul, un remplissage rectiligne aurait été préférable, mais ça a bien fonctionné ainsi. Un conseil que je peux donner, c'est de prendre une perceuse avec un mode percussion, d'enlever le foret, puis de la presser contre les parois du plastique pour faire vibrer et secouer le béton afin de faire remonter les bulles d'air. Je veux dire, regardez simplement à quel point c'était efficace. Donc maintenant, un jour plus tard, nous avons un joli lest en béton bien lourd. Pourquoi ne pas aller voir si ça rentre toujours ou si le béton a élargi les parois? Et plus important encore, voyons si ça fait vraiment une différence. D'accord, c'est serré mais ça rentre. Aïe, c'est le bout de mon doigt. Ouais. Eh bien, mince, donc oui, ça s'adapte parfaitement, mais ça ne rend pas vraiment le support beaucoup plus stable. Peut-être un peu, mais pas tant que ça, pas autant que j'espérais en tout cas. Je savais que c'était possible cependant, et j'ai déjà une autre idée pour l'améliorer.
Maintenant que j'ai cette base lourde et solide remplie de béton, je peux y percer des chevilles à béton et tendre des câbles de guidage jusqu'au poteau, puis les fixer soit avec une pièce imprimée en 3D, soit même avec une de mes super pinces. C'est quelque chose que je ne pouvais pas vraiment faire avant parce que les pieds eux-mêmes sont conçus pour se replier vers le haut quand on les tire. En plus, ça rend vraiment le support beaucoup plus stable et plus sûr, ce qui me permet de monter des objets plus lourds, plus hauts, sans m'inquiéter qu'ils basculent. Donc ce projet n'a pas été une perte de temps totale, du moins c'est ce que je me dis, et je vais finir par ajouter ces câbles de guidage un peu plus tard. Au final, j'ai vraiment apprécié de pouvoir expérimenter la combinaison du béton et des impressions 3D, et j'ai vraiment hâte de trouver d'autres façons de combiner ces deux éléments ensemble. Pour l'instant, passons au projet suivant. À ce stade, j'étais prêt à relever un nouveau type de défi, quelque chose avec plusieurs pièces imprimées dans un matériau différent. Et j'ai tellement appris au cours du processus. Là où je vis, nous sommes envahis par ces moustiques tigres asiatiques agaçants qui piquent pendant la journée, vous savez, les petits noirs et blancs. C'est un problème vraiment sérieux, tellement grave que ma famille et moi ne pouvons même pas profiter de notre jardin. Ces moustiques diffèrent des moustiques ordinaires. Ils ne sont attirés ni par la lumière ultraviolet ni par le dioxyde de carbone. Ils sont attirés par l'odeur humaine, ce qui est, premièrement, vraiment inquiétant, mais cela signifie aussi que les pièges habituels ne fonctionnent pas. Il existe maintenant des pièges commerciaux disponibles sur le marché qui fonctionnent avec un appât breveté appelé parfum BG qui imite l'odeur du corps humain. Ces pièges sont vraiment chers, mais j'en ai acheté un il y a quelques années et je dois admettre qu'ils fonctionnent vraiment bien là où vous les placez. Mais mon jardin est divisé en 3 parties distinctes et nous continuons à nous faire piquer comme des fous dans les 2 autres. Bien sûr, je pourrais dépenser encore 500 $ pour 2 pièges supplémentaires. Plus 45 $ par piège pour l'appât qu'il faut remplacer tous les 2 mois. Mais en y regardant de plus près, ce piège est en réalité très simple. En gros, c'est un ventilateur, un filet et un bac avec un couvercle en maille pour diffuser l'odeur. Le ventilateur aspire l'air par le centre, ouvre le clapet du plafond, aspire les moustiques dans un sac en maille et les déshydrate tout en poussant l'air autour du bac, où il capte l'odeur et la diffuse vers l'extérieur. Simple, élégant et efficace. Aussi probablement pour 20 $ de plastique et un ventilateur à 2 $. Et oui, il existe déjà un modèle pour en imprimer un en 3D, mais il est vraiment fragile et il tombe au moindre coup de vent. Alors j'ai décidé de concevoir le mien. Je voulais créer un modèle entièrement imprimé en 3D à 100%, sauf pour un ventilateur de PC de 120 mm, facilement disponible. Honnêtement, ça aurait été tellement plus simple de coudre un sac en filet, mais c'est vraiment galère à nettoyer pour enlever tous les moustiques, et franchement, j'ai la flemme de chercher ce genre de filet et d'utiliser une machine à coudre. Quand on est un marteau, tout ressemble à un clou, non? Un clou. J'ai consacré presque une journée entière à créer mon premier prototype. Comme l'original est assez grand, j'ai supposé qu'ils avaient fait ça pour une raison, peut-être parce qu'un grand nuage d'odeur trompe les moustiques, en leur faisant croire que c'est un vrai corps. J'ai donc créé mon propre design de taille similaire. Concevoir la première version du bassin et du couvercle était assez facile. Le plus grand défi, cependant, tout au long du processus de conception, c'était le panier. Onshape, mon logiciel de modélisation favori, ne permet pas de créer un motif de remplissage sur 2 surfaces distinctes. J'ai donc dû être très créatif pour modéliser le panier en maille. J'ai envisagé d'imprimer quelques fines tranches pour tester différentes choses même. Mais honnêtement, j'étais trop excité à l'idée de voir ma création prendre vie en entier, alors j'ai préféré ignorer la prudence et imprimer toutes les pièces. À ma grande surprise, tout s'est assemblé plutôt bien. Le couvercle était trop lâche et il avait besoin d'un mécanisme de fixation pour le maintenir en place. Et en plus, le couvercle rabattable n'était pas assez lourd, mais la conception de base s'assemblait bien. Avec le recul, j'aurais vraiment dû imprimer plus de ces échantillons de test pour vérifier l'ajustement, car cela m'aurait fait gagner énormément de temps et de matière. Cela me rappelle un principe que j'ai appris lorsque j'étais dans le monde des startups, qui consiste à utiliser des produits minimum viables, ou dans notre cas, des prototypes minimum viables, pour tester des hypothèses et échouer plus vite afin de pouvoir itérer plus rapidement. En gros, il s'agit de trouver des moyens à faible engagement pour valider rapidement des hypothèses ou différents éléments de votre conception sans avoir à construire et imprimer tout le produit.
Par exemple, j'aurais pu imprimer seulement une portion du rebord supérieur du bassin et le couvercle pour tester l'ajustement et découvrir que j'avais besoin d'un mécanisme de fixation, sans avoir à imprimer l'ensemble de la pièce. Malgré une superbe première moitié d'impression en PETG, je suis tombé à court de filaments. L'imprimante est restée à l'arrêt toute la nuit. Au rechargement, le refroidissement avait provoqué des déformations et une séparation des couches, détruisant l'impression. Ce n'est pas grave, c'est juste un prototype que j'ai ressoudé pour les tests. Mes leçons retenues ici, quand on travaille avec des objets et des imprimantes aussi grands, la thermodynamique joue un rôle dans le résultat final. Donc il vaut probablement mieux raccorder des bobines ou travailler avec des bobines de 2 ou 3 kg, ou alors il faut absolument prévoir d'être présent quand le filament s'épuise parce que la négligence n'est pas votre ami. Le plus gros problème, cependant, c'était la circulation de l'air. Cela ne semblait tout simplement pas assez puissant pour aspirer quoi que ce soit. Et c'est ainsi qu'a commencé le long parcours de réglage, de modification et d'itération. J'ai installé un ventilateur plus puissant et ajouté une prise d'air dans le panier pour mieux orienter le flux d'air. J'ai fermé l'arrière du panier et du récupérateur pour forcer l'air à ne venir que d'une seule direction. J'ai mieux scellé le ventilateur pour que l'air ne puisse pas entrer directement depuis la cuve elle-même. J'ai chanfreiné les bords du panier et de la cuve pour éliminer les supports et obtenir un ajustement plus serré. Toutes sortes de modifications et d'itérations qui, honnêtement, auraient pu être faites lors du processus de conception si j'avais simplement pris le temps de réfléchir avant d'imprimer. Et ça, je pense que c'est vraiment un conseil très important quand on travaille avec des modèles aussi grands. Si vous êtes comme moi, vous avez l'habitude d'imprimer des prototypes et de les tenir dans vos mains, pendant que vous réfléchissez, les testez et les ajustez au fur et à mesure, surtout si vous recyclez vos prototypes PLA comme moi. Mais quand vous travaillez avec quelque chose d'aussi grand qui prend autant de temps à imprimer, il est vraiment logique de réfléchir 2 à 3 fois à tous les problèmes possibles sur papier avant d'appuyer sur « Imprimer ». Régulièrement au cours de ce projet, j'envoyais un prototype à l'impression. Mais avant même qu'il ne soit terminé, j'avais déjà une nouvelle idée brillante pour corriger un autre aspect. Si j'avais simplement pris le temps de réfléchir, de m'asseoir avec mes pensées et d'imaginer par exemple comment l'air circulerait ou comment le couvercle se poserait, des choses comme ça, j'aurais pu économiser énormément de temps et de matière. La plupart des modifications concernaient le panier. Comme je l'ai mentionné auparavant, mon logiciel de conception assisté par ordinateur plantait ou devenait vraiment très lent avec autant de trous différents, ce qui me limitait vraiment à un nombre fixe de trous. J'ai fait quelques expériences en laissant simplement le slicer tresser un panier, en utilisant uniquement le remplissage et 0 périmètre, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Après réflexion, je me suis rendu compte que je n'avais même pas besoin des trous à l'arrière du panier, seulement de ceux qui sont contre le ventilateur. Mais même dans ce cas, comme il faut une maille vraiment très fine pour filtrer les moustiques, l'impression a été un cauchemar, même pour mes meilleures imprimantes. Pendant tout ce temps, je me disais dans ma tête, mince, ce serait tellement plus facile si je pouvais simplement imprimer cette pièce à plat et laisser le slicer créer une maille avec le remplissage. Mais ce n'est que lorsque j'ai été acculé, sans littéralement aucune autre option, que j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir. Et puis j'ai trouvé une solution simple, Abilia, elle dit « Et si je rendais simplement la partie en maille amovible pour qu'elle puisse être imprimée séparément à plat sur le plateau, puis l'insérer dans le panier ?» Ensuite, je pourrais facilement contrôler la taille du filtre dans le slicer, en imprimant autant d'options différentes que je voulais rapidement, jusqu'à trouver celle qui équilibre parfaitement le flux d'air tout en filtrant les moustiques. De plus, cela signifierait que mon logiciel de conception assisté par ordinateur planterait moins fréquemment. En y repensant, c'est un autre conseil de pro que j'ai appris pendant ce projet. Bien sûr, c'est agaçant de devoir imprimer 10 pièces pour un projet et de les assembler à la main, surtout si on a une grande imprimante et qu'on pourrait techniquement imprimer un énorme objet en une seule pièce. Mais quand on conçoit quelque chose comme ça, il était vraiment logique de le diviser en plusieurs parties, tout simplement parce que on peut itérer beaucoup plus rapidement si, par exemple, on doit modifier le couvercle battant, mais qu'on n'a pas besoin d'imprimer tout le bec verseur, le reste du couvercle, ou même la grille qui maintient le couvercle ensemble. Diviser les choses en petites parties qui sont ensuite assemblées permet de faire des modifications sans avoir à tout réimprimer. Ce point est crucial dans chaque conception itérative. Cela vous donne également l'occasion d'orienter les éléments de manière nouvelle et unique, afin de pouvoir vous appuyer sur le slicer, éliminer les supports et bien plus encore. Bref, avec tout cela en tête, j'ai chargé un autre prototype et lancé l'impression.
Mais les éléments ne s'ajustaient pas, et maintenant ça touchait le couvercle. Voici donc un autre conseil de pro pour les assemblages plus complexes, avec plusieurs pièces. Utilisez les vues en coupe pour découper la pièce et vérifier toutes les interfaces et points de contact avant de lancer l'impression. Il est beaucoup plus facile de faire une coupe et de vérifier dans le slicer ou dans le logiciel de conception assisté par ordinateur que d'attendre 10 heures pour découvrir que les modifications que vous avez apportées font maintenant que cette pièce entre en collision avec une autre ou rendant la pièce trop fragile pour tenir réellement. Donc oui, la vue en coupe, c'est vraiment utile. Je vous épargne les détails sanglants de toutes les modifications et itérations. Mais je veux quand même partager avec vous ce que je pense être un autre conseil vraiment utile. Tout au long du processus de conception, j'ai pu réduire le nombre d'impressions de prototypes et augmenter le nombre de mes itérations simplement en simulant les modifications que je voulais faire dans le logiciel de conception assisté par ordinateur à l'aide d'outils manuels. Par exemple, au lieu d'imprimer une nouvelle version complète du bassin ou même une tranche avec un chanfrein de 45 degrés, j'ai simplement ajouté un chanfrein de 45 degrés avec une défonceuse, ce qui m'a permis de tester l'assemblage d'un prototype précédent avec le nouveau panier et de vérifier les autres zones d'ajustement. En somme, cela m'a fait gagner du temps en évitant l'étape d'impression et de test. Mais passons, j'en ai assez dit sur la conception. Venons-en à l'essentiel, est-ce que ça marche réellement ? Et donc c'est assez puissant pour aspirer les moustiques, et une fois capturé, est-ce qu'il reste vraiment à l'intérieur ? Eh bien, j'ai imprimé un autre prototype et j'ai mis un peu de ce parfum BG coûteux pour le tester. J'ai effectivement rencontré quelques problèmes pour imprimer du PETG sur la SVO 8 Max, comme d'autres testeurs l'ont signalé, mais j'ai déjà parlé avec Sobel et ils m'ont assuré qu'ils s'en occupaient et qu'ils auront des profils bien meilleurs disponibles avant que l'imprimante ne soit envoyée aux contributeurs. Apparemment, le cœur du problème concerne les différences de température entre les buses en acier trempé fournies avec l'imprimante et les buses en laiton à haut débit comme celle que j'utilise. Et il existe différents types de PETG qui réagissent différemment par rapport à leur propre marque. Ça se tient, puisque mes problèmes se sont aggravés quand je suis passé à une buse en laiton à haut débit, et moi comme d'autres créateurs avons constaté que certains PETG fonctionnent bien mieux que d'autres. Heureusement, j'ai fait quelques réglages de filaments, ce que j'aurais probablement dû faire dès le début, et j'ai déjà des profils qui fonctionnent plutôt bien avec ma marque préférée, qui est Polymaker. Mais comme vous le savez, le PETG est un très mauvais filament, probablement le pire jamais créé. Je ne vois pas l'intérêt d'imprimer cela, il vaut mieux imprimer de l'ASA à la place. Et un grand merci à Polymaker pour avoir créé de l'ASA avec une technologie sans déformation qui peut être imprimée avec un ventilateur ouvert. Bref, avec un nouveau prototype en main, j'ai branché le ventilateur temporairement, je l'ai mis dans le jardin pour la journée et je suis parti au travail. Alors pourquoi ne pas sortir vérifier ça aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a attrapé aujourd'hui ? Je pense qu'on a quelque chose. Oui, ça marche. Très bien, deuxième jour. Cela fait maintenant un jour qu'il est dehors, nuit puis encore une journée. Voyons ce que nous avons. Oh, waouh! Ça fait beaucoup de moustiques. Et ils sont tous coincés là-dedans. Crève, sale bestiole. Oh ouais! V2 est dehors depuis seulement 1 heure, déjà extrêmement efficace. Donc oui, j'appelle ça un succès. Le piège fonctionne déjà, m'économisant environ $500. Et je prévois de continuer à améliorer des petits détails, comme la densité du filtre, la répartition du poids du couvercle basculant, et j'ai d'autres idées sympas pour ce truc. Les liens seront dans la description, au fait si tu veux le modifier et en faire ta propre version. Voilà donc un petit aperçu des types de projets fonctionnels que tu peux réaliser avec une imprimante 3D plus grande. En plus de 11 astuces utiles pour t'aider à gagner du temps et de l'argent lorsque tu conçois tes propres grands projets. Avoir une imprimante aussi grande me fait déjà gagner beaucoup de temps et m'évite bien des tracas. Mais ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de voir quel nouveau type de projet la SVO 8 Max va me permettre de réaliser. Mais j'aimerais beaucoup avoir vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous d'imprimer ensuite des designs de meubles uniques ou une énorme valise Pélican en 3D ? Ce seraient des projets intéressants à explorer avec l'impression 3D. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve à la prochaine couche.